Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va vous présenter des exercices qui couvrent les parties des programmes allant de la semaine 10 à la semaine 17. On va commencer par le premier exercice. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 1. Donc le schéma ci-dessous représente le cycle de développement de l'aspergir. Voilà. Donc vous avez les questions. Situer la place de la myose et la place de la fécondation chez l'aspergir. Donc au niveau de 1 et 2. L'emplacement 1 et l'emplacement 2. Oui, en se basant sur les données de ce document, schématiser le cycle chromosomique de l'aspergir, déduire le type de cycle de développement chez l'aspergir. Donc on va commencer par la première question. Situer la place de la myose et la place de la fécondation chez l'aspergir. Bien sûr, pour situer la place de la fécondation, donc on va chercher au niveau du cycle. Donc on voit à ce niveau-là le rapprochement de deux filaments, le contenu d'une cellule d'un filament, plus si vous voulez, elle passe au niveau du contenu ou bien rejoint le contenu de la cellule du filament moins, et par la suite, puisqu'il y a passage du noyau d'une cellule à l'autre, donc on aura logiquement ici le processus ou bien le phénomène de la fécondation. Après la fécondation et la formation des zygotes qui est à deux chromosomes, donc on voit que le zygote diploïde, elle va subir deux divisions méiotiques, une division réductionnelle et une division équationnelle pour donner 4 cellules. Donc logiquement, la myose, elle se localise au niveau de l'emplacement 2. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Donc en se basant sur les données de ce document, donc schématiser le cycle chromosomique de l'aspergir. Donc la consigne ici, c'est de schématiser le cycle chromosomique de l'aspergir. Bien sûr, pour schématiser le cycle chromosomique, on va essayer de déterminer les phases haploïdes et les phases diploïdes. Donc, comme vous le saviez que l'aspergir est un filament qui est haploïde, voilà, donc il est à un chromosome. Là, on a deux filaments qui sont haploïdes. Le rapprochement des deux filaments et formation de ponts de conjugaison est le phénomène de la fécondation. Et l'aboutissement d'un zygote à deuxième chromosome, donc il est diploïde. Juste après la formation de la zygospore ou bien du zygote, on a le phénomène de la myose. Donc tout ça, tout ce qui vient après la myose, elle est haploïde. Donc on voit ici que la phase diploïde, elle se limite à la formation du zygote. Toutes les autres phases sont haploïdes. Et de là, on peut schématiser, si vous voulez, le cycle chromosomique de l'aspergir. Comme vous le voyez que la majorité de la phase de l'aspergir, elle est haploïde, c'est-à-dire qu'il est représenté par un seul trait. Donc ici, on a les deux filaments. Chaque trait représente un filament haploïde. La fusion des deux noyaux des deux filaments pour aboutir à la formation d'un zygote qui est diploïde. Juste après la formation du zygote, on a le phénomène de la myose qui va aboutir à la formation de 4 spores qui sont haploïdes, qui vont germer et donner un gamétophyte haploïde qui va fusionner ou bien qui va se rapprocher avec un autre filament pour donner un nouveau zygote. Et par là, on peut déduire que le cycle, par là, on a schématisé le cycle de l'aspergir. Donc l'aspergir se présente sous forme de filaments pluricellulaires. Les filaments de sexe opposé peuvent s'apparier et former des ponts de fécondation. Le contenu cytoplasmique de la cellule mâle passe dans le cytoplasme de la cellule femelle. Elle va fusionner avec son contenu et les deux noyaux des deux cellules s'unissent et donnent naissance à un zygote qui est diploïde.
qui entre en vie ralentie. Lorsque les conditions de vie deviennent favorables, l'œuf s'active et subit une méiose pour donner 4 noyaux haploïdes dont 3 dégénèrent. La cellule restante est une zygospore qui est haploïde, qui germe pour donner un nouveau filament. Donc maintenant, on va déduire le type de cycle de développement chez l'aspirogyle. Donc comme il a été décrit tout à l'heure, donc les filaments de l'aspirogyle sont haploïdes. Donc la phase diploïde se limite à la formation des zygotes qui est à deuxième chromosome diploïde. Juste après la formation des zygotes, on a le phénomène de la méiose avec les deux divisions réductionnelles et équationnelles, formation de myospores qui sont haploïdes, qui vont donner un filament qui est haploïde, et par là on voit que la majeure partie de la vie de l'aspirogyle elle est haploïde. La phase diploïde se limite à la phase du zygote. Donc et comme ça on a représenté le cycle chromosomique de la spirogyle. Comme vous le voyez, la phase gamétophyte elle est prédominante, la phase diploïde elle se limite à la phase saprophyte qui se manifeste au niveau du zygote. Et par la suite, on peut déduire le cycle de développement de la spirogyle. Le cycle de développement de la spirogyle il est réduit à une seule phase gamétophytique qui est haploïde. La méiose suit directement la fécondation, donc c'est un cycle avec une seule génération, c'est un cycle haplophasique. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, au niveau du deuxième exercice, vous êtes censé de répondre par vrai ou faux. Vous avez un ensemble d'énoncés A, B, C. Donc, pour chaque énoncé, vous avez l'énoncé suivant. Lorsque la transgénèse, ou bien lors de la transgénèse, les transferts de gènes, et vous avez des propositions, vous allez essayer de trouver laquelle y est vraie et celles qui sont fausses. Donc, lors de la transgénèse des transferts de gènes, elle se déroule par voie sexuelle. Donc là, c'est faux. Elle se déroule entre individus d'espèces différentes, donc c'est vrai. Elle se déroule entre individus de la même génération, c'est faux, parce qu'on ne va pas avoir l'intérêt de la transgénèse dans ce cas-là, hein, parce qu'ils ont le même patrimoine génétique. Se déroule entre individus de la même espèce, donc c'est faux. Donc on va passer au deuxième énoncé. Un OGM, c'est-à-dire un organisme génétiquement modifié, est un organisme, et on a les propositions, dont la modification génétique est transmissible à sa descendance, dont on a modifié le nombre de chromosomes, obtenu par culture d'une cellule in vitro après suppression de sa paroi, obtenu par culture d'une cellule in vitro après suppression de son noyau. Donc la proposition qui est juste, c'est la première, c'est-à-dire qu'un OGM est un organisme dont la modification génétique elle est transmissible à sa descendance. Donc, l'autre énoncé, une plante appartenant à une variété transgénique ne peut pas s'hybrider avec une variété non transgénique, ne peut pas être produite par culture in vitro, exprime un caractère provenant d'une espèce différente, ne peut pas transmettre sa modification aux descendances. Donc la proposition qui est vraie, c'est donc une plante appartenant à une variété transgénique, elle exprime un caractère provenant d'une autre espèce. Donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 3. Donc le document suivant représente les étapes de l'obtention d'une plante transgénique qui est capable de produire des protéines vaccins par l'utilisation d'un vecteur biologique. Donc on a ici le schéma des différentes étapes de la transgénèse. Donc ici on a un gène qui est extrait d'un agent pathogène, par exemple une bactérie ou bien un virus. Bien sûr, on a isolé le gène et on l'a intégré dans un plasmide recombiné, donc c'est un plasmide vecteur. Le plasmide il est intégré au sein de la bactérie, donc on a une bactérie qui est transformée.
On a prélevé, bien sûr, des fragments ou bien d'explants, c'est-à-dire des parties d'organes de plantes, par exemple des explants de feuilles de pommes de terre, qu'on a mis en contact avec les bactéries qui sont transformées. Donc, les bactéries transformées, bien sûr, ils vont infecter les explants, les cellules des explants. Après, on va passer à la microculture en laboratoire pour obtenir des cales. Des cales, ce sont un ensemble de cellules qui sont indifférenciées. Après quoi, on va se servir de ces cales, bien sûr, pour reproduire de nouvelles plantes qui sont transgéniques, c'est-à-dire qui contiennent l'information génétique contenue dans le gène qui est bien sûr extrait de l'agent pathogène. Après culture, bien sûr, production des pommes de terre. Donc ces pommes de terre, lors de la consommation, elles vont produire ou bien induire une réaction immunitaire contre l'agent pathogène dont on a bien sûr extrait le gène en question. Donc la question, donc à partir de l'exploitation des données de ce document, essayer de dégager les outils essentiels de la transgénèse et leur rôle, puis déterminer les étapes de la transgénèse par utilisation d'un vecteur biologique, et enfin décrire la transgénèse de pommes de terre produisant des protéines vaccins. Donc on va commencer par la première question. Donc la transgénèse des plantes nécessite des outils, donc on va essayer d'énumérer, si vous voulez, les outils nécessaires pour la transgénèse. Donc il faut une espèce donneuse présentant un caractère d'intérêt dont on souhaite bien sûr introduire dans une plante. Donc une espèce donneuse d'un gène qui code pour un caractère héréditaire. Puis il faut un vecteur biologique qui doit bien sûr transmettre le gène en question. Et enfin, il faut des enzymes spécifiques, à savoir des enzymes de coupure ou bien qu'on appelle également des enzymes de restriction qui coupent à des endroits spécifiques et des enzymes de soudure qui lient le gène avec le vecteur choisi. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la transgénèse par utilisation d'un vecteur biologique se fait selon les étapes suivantes. Donc, on va essayer d'énumérer, si vous voulez, les étapes de la transgénèse. Donc, la première étape, c'est l'identification des gènes d'intérêt à partir d'un matériel génétique dans notre organisme qui présente bien sûr un intérêt pour les scientifiques. Isoler le gène d'intérêt d'une espèce donnée. Dans ce cas, bien sûr, l'isolement de gènes nécessite des enzymes de coupure. Préparer un vecteur biologique. Dans ce cas, il faut isoler, si on choisit un vecteur biologique, donc ça va être un plasmide ou bien un virus, mais de façon générale, on travaille avec les plasmides. Donc on doit l'extraire bien sûr d'une bactérie parce qu'il est renfermé ou bien il est contenu dans la bactérie. La deuxième étape de la préparation des vecteurs, il faut ouvrir le plasmide par des enzymes de coupure. Et enfin, il faut intégrer le gène d'intérêt dans le vecteur. Et dans ce cas, on a besoin des enzymes de soudure. L'étape suivante, il faut transférer le plasmide modifié ou bien hybride, si vous voulez, qui renferme le gène d'intérêt, à une bactérie qui a la propriété d'injecter le gène dans les cellules de la plante. Après, il faut sélectionner, bien sûr, parce que toutes les cellules ne vont pas intégrer le gène, il faut sélectionner les cellules qui ont intégré le gène d'intérêt. Et après, on va procéder à la multiplication de la cellule végétale modifiée. Et enfin, on doit régénérer les plantules modifiées génétiquement à partir des cellules modifiées. Donc maintenant, on va passer à la troisième question. On va décrire la transgénèse de pommes de terre produisant des vaccins. Donc c'est à peu près les mêmes étapes qu'on a décrites tout à l'heure. Donc on a un gène qui est extrait d'un agent pathogène, par exemple bactérie ou bien virus. Donc le gène, il est intégré dans le plasmide qu'on doit transférer dans la cellule, dans une bactérie transformée. Donc la bactérie qui a la capacité d'intégrer le gène dans une cellule végétale. Donc prélèvement d'explants de feuilles de pommes de terre
la mise en contact de la bactérie transformée avec l'explant, ou bien les cellules de l'explant. Après avoir intégré le gène, donc on va procéder à la multiplication des cellules et l'obtention de cales transgéniques, à partir de quoi on va se servir de ces cales, bien sûr, pour produire un grand nombre de plantes, de pommes de terre transgéniques, qu'on va bien sûr cultiver pour produire des pommes de terre. Donc ces pommes de terre, lorsqu'on va les récolter, bien sûr, ils vont nous donner un matériel qui contient le gène en question qui va nous permettre de produire ou bien qui va stimuler, si vous voulez, l'immunité acquise. Donc les étapes de la transgénèse de la pomme de terre, c'est à peu près, on les a déjà décrites, et on doit identifier le gène d'intérêt qu'on doit extraire d'une bactérie ou bien d'un virus. Donc isoler le gène d'intérêt par des enzymes de coupure, préparer un vecteur biologique, isoler le plasmide extrait d'une bactérie, ouvrir le plasmide ou bien via des enzymes de coupure, et après on va intégrer le gène d'intérêt dans le vecteur par des enzymes de soudure ou bien des ligases dont les cellules de pomme transfèrent des plasmides modifiés à une bactérie capable d'injecter des gènes dans la cellule de pomme de terre. Et après on va sélectionner les cellules de pomme de terre qui ont intégré le gène d'intérêt. On va multiplier les cellules de pomme de terre et enfin, on va régénérer les plantules qui sont modifiées, qui renferment génétiquement modifiées, qui produisent le vaccin à partir des cellules modifiées par la technique de culture en in vitro. Donc maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, on va vous présenter un document qui présente une clé simplifiée, comme vous le voyez, de la classification des végétaux. Donc vous avez la clé de classification, donc le RN des végétaux. Donc on a des critères qui permettent de classer bien sûr les végétaux pour bien sûr déterminer le nom des taxons ou bien des niveaux taxonomiques. Donc la question, ou bien les questions qu'on va se poser, pour chaque numéro, donc au niveau au niveau de la clé, donc vous avez 6 numéros. Donc au niveau, ou bien pour chaque numéro de la clé dichotomique, donnez le nom correspondant. Quels sont les critères pris en charge pour classer les végétaux? Et la dernière question, classer les végétaux suivant le pois, l'olivier et le palmier. Donc on va commencer par la première question. Donc on a la clé dichotomique, donc on va essayer de déterminer le nom du groupe végétal correspondant au numéro 1. Donc ce sont des plantes qui appartiennent au règne des végétaux. Ce sont des plantes non chlorophylliennes, donc logiquement ce sont des champignons. Donc les champignons sont les seules, si vous voulez, plantes non chlorophylliennes, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de la chlorophylle. Donc le numéro 2, donc ce sont des plantes qui appartiennent au règne végétal et qui sont chlorophylliennes, qui présentent des fleurs ou bien qui produisent des fleurs, possédant des fleurs et des tiges et des racines. Donc là, on a utilisé un autre critère, c'est la protection des graines. Donc les graines ne sont pas protégées. Donc ce sont des gymnospermes, parce que ce sont les gymnospermes qui produisent des graines nues. Au niveau du 3, donc, ce sont des jongiospermes, tout simplement parce qu'ils ont le même caractère que les gymnospermes, sauf que les graines sont protégées dans un fruit. Donc au niveau du groupe 4, donc on a des fougères, tout simplement parce que ce sont des plantes chlorophyllines vertes qui ne fleurissent pas et ne possèdent pas de graines. Elles possèdent des tiges et des feuilles, mais elles possèdent également des racines. Donc ce sont des fougères. Pour le groupe 5, donc ce sont des plantes chlorophyllines vertes, ne présentant pas de fleurs et bien sûr de graines.
elles possèdent des tiges et des feuilles, mais qui n'ont pas de racines. Donc, ce sont des mousses. L'autre groupe, hein, ce sont les mêmes caractères, sauf ils diffèrent que ce sont des plantes qui ne présentent pas ni tiges ni racines. Ce sont des plantes vertes aquatiques, donc ce sont des algues. Donc, les critères pris en charge pour la classification, on a les critères, donc ce sont les affirmations qu'on trouve dans ces rectangles. Donc les critères sont la présence ou l'absence de la chlorophylle. Le deuxième critère, c'est la présence ou l'absence de fleurs et de graines. Donc présence ou absence de tiges et de feuilles. La nature du milieu, par exemple dans ce cas-là. Et la situation des graines, est-ce que les graines sont cachées ou bien sont nues? Maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, la classification des plantes, le pois, l'olivier et le palmier. Donc, toutes ces plantes sont des plantes chlorophyllien. Elles produisent des fleurs et des graines. Les graines sont protégées dans des graines. Donc, logiquement, ce sont des angiospermes. Donc, la classification des plantes, ce sont des plantes chlorophyllien. Ce sont des plantes à fleurs avec tiges et racines. Elles produisent des graines enfermées dans un fruit. Donc, ce sont des angiospermes. Maintenant, on va passer au dernier exercice qui est l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, certains végétaux disposent d'un autre mode de reproduction qui ne fait pas intervenir la fécondation, c'est la reproduction asexuée ou bien la reproduction végétative, qu'on appelle aussi multiplication végétative. Le nouvel être vivant obtenu est la copie conforme ou le clone de son unique parent. Donc les questions qu'on va se poser, qu'est-ce qu'une reproduction dite asexuée? De quelle façon une plante peut-elle se reproduire naturellement? Et par quel moyen l'homme peut-il reproduire une plante? On va vous présenter également un document. Les documents 1 et 2 représentent deux techniques de multiplication végétative utilisées par l'homme. Donc, annotez le document 1, puis décrire l'opération illustrée par ce document. Expliquer comment je peux reproduire une plante par la technique illustrée par le document 2. Donc, on va commencer par la première question, définition de la reproduction asexuée ou multiplication végétative. Donc la reproduction asexuée ou multiplication, c'est un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les organes reproducteurs. Elle se fait à partir d'une seule et même plante. Elle permet d'obtenir des individus qui sont génétiquement identiques. Elle est plus simple et plus rapide. Maintenant, on va passer à la deuxième question, les modes de multiplication végétative naturelle. Elle peut se faire par différents modes. Comme vous voyez là, elle peut se faire par des stolons. Donc la multiplication par des stolons. Les stolons, ce sont des tiges aériennes rampantes qui forment des bourgeons et des racines qui sont le point de départ de nouveaux pieds, c'est-à-dire le cas du fraisier. L'autre cas, c'est la multiplication par les rhizomes. Donc vous voyez, c'est les rhizomes du gingembre. Donc ce sont des tiges souterraines avec réserve, pouvant s'enraciner bien sûr et donner une nouvelle plante. Le cas du gingembre, le riz, l'asperge. D'autres modes de reproduction asexuée naturelle. Donc on a le cas du tubercule. Les tubercules, il faut le rappeler, on peut avoir des tubercules qui sont des racines ou bien des tiges bourrées de réserve. Donc la multiplication par des tubercules, les tubercules, ce sont des organes de réserve qui sont généralement souterrains. Pour la pomme de terre, le cas de pomme de terre, les tiges souterraines sont renflées par les réserves et permettent d'obtenir bien sûr une nouvelle plante par le développement des bourgeons qu'on voit ici. Donc comme je disais, il y a également des tubercules qui sont faits des racines, le cas du dahlia. Voilà. Donc l'autre cas de figure, l'autre mode de multiplication, c'est la multiplication par des bulbes. Voilà. Donc les bulbes, en fait, ce sont des bulbes secondaires. Voilà. Donc là, on a une bulle d'ail. Elle est formée par plusieurs bulbes. Donc elle est formée sur le côté du bulbe. Elle est capable de s'en détacher, comme vous le voyez ici, et puis de s'enraciner, c'est-à-dire former des racines et se développer en nouvelles plantes. C'est le cas de l'oignon, l'ail et le safran. Maintenant, on va passer au mode de reproduction associée artificielle, c'est-à-dire qui est pratiquée par
pratiquée par l'homme. Donc là, on a le mode ou bien la technique de bouturage comme vous le voyez. Donc c'est la fragmentation de la plante en plusieurs morceaux qu'on peut enterrer et produire pour produire des racines nouvelles plantes. Donc on a également le micro-bouturage, c'est une technique in vitro qui permet de produire un grand nombre de plantes. Et l'autre technique c'est le greffage. Comme vous le voyez, un greffon qui est implanté sur un porte-greffe. Donc, et la technique de marcotage. Donc on va essayer de détailler après. Donc on vous demande au niveau de la question 4 d'annoter le document. Donc on a un C, c'est un nœud ou bien le bourgeon. Le 2, c'est un greffon. Et le 3, c'est le porte-greffe. Et le 4, c'est une fente. 5, c'est la ligature qui permet de fixer le greffon sur le porte-greffe. Donc expliquer comment je peux reproduire une plante par la technique illustrée par le document 2. Donc la technique, c'est le marcotage par couchage simple. Donc, consiste à incliner, comme vous le voyez, une branche vers le sol et le laisser, bien sûr, s'enraciner. Après quoi, on va couper le rameau. Hein, c'est l'opération de sevrage. Et comme ça, on a fini cette partie des exercices. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.